c'est à l'occasion de ces séances que vous allez apprendre à résoudre des exercices juridiques, que vous allez acquérir les méthodes que vous devrez mettre en œuvre lors des examens. Alors je sais que c'est contraignant de venir 3 heures le samedi matin, surtout quand on a déjà passé 2 ou 3 soirées à l'université. Mais franchement, voilà, je vous mets en garde. C'est très compliqué de réussir son année de capacité en n'assistant pas aux travaux dirigés, parce qu'une fois encore, vous ne saurez pas bien ce qu'il faut faire pour les examens si vous n'avez pas assisté aux travaux dirigés. Et aller aux travaux dirigés, c'est y aller dans toutes les matières, parce que les exercices qu'ils proposent dans les différentes matières ne sont pas les mêmes. En droit public, en droit constitutionnel, en droit administratif, vous ferez surtout des dissertations. Avec moi, vous ne ferez pas de dissertation. En droit commercial, je crois que ce sont plutôt des exercices pratiques, cas pratiques. Donc ça se rejoindra davantage, mais voilà, c'est important d'avoir les méthodes dans les différentes matières et donc de suivre tous les travaux dirigés. Moi, à titre personnel, je l'ai déjà dit à certains, et je le répète, ça ne me gêne pas d'être enregistré pendant mes cours ou pendant mes travaux dirigés. Donc, si une fois vous ne pouvez pas assister à un cours ou à un TD, eh bien, n'hésitez pas à demander à l'un de vos camarades de m'enregistrer. Comme ça, vous pourrez récupérer le cours ou le TD a posteriori. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation? Non? Alors, en principe, oui. Je voulais savoir, parce que M. Giraud nous a parlé d'une semaine sans cours apparemment, la semaine 1er novembre, il me semble. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, il n'y a pas cours. Pas la semaine prochaine, c'est la semaine suivante, de mémoire. Oui, pardon, oui, c'est ça, vous avez répondu. Ouais, la semaine prochaine, vous avez cours et TD. La semaine suivante, ni cours, ni TD. Voilà. Pas d'autres questions sur l'organisation? Alors, il est possible, en tout cas c'est ce qui m'avait annoncé, mais je n'ai pas eu de confirmation depuis hier, que certains anciens étudiants qui sont membres, qui ont constitué l'association d'étudiants de capacité, viennent au cours de la soirée vous parler de leur association et éventuellement vous parler de la formation en capacité. Donc il est possible que je m'interrompe quelques temps pour leur laisser la parole. Voilà, mais ça me paraît toujours utile. Ils m'ont proposé, ils ont pris cette initiative, ils l'avaient fait l'année dernière. Ils ont parfois un discours à vous tenir que moi je ne peux pas vous tenir, que je ne peux pas vous tenir. En tout cas, ils voient les choses d'une manière différente de celle des enseignants. Et donc il est toujours utile que vous puissiez discuter avec eux. Voilà. Je reprends le cours là où on l'avait laissé. On est toujours dans cette étude de la diversité des normes juridiques. Et on avait commencé à souligner que les normes juridiques étaient diverses par leurs sources. On a commencé à voir des normes assez différentes, puisqu'on a parlé des normes écrites. On parle pour l'instant des normes écrites, on en parle depuis un certain temps déjà. Et je vous avais indiqué que parmi les normes écrites, il y avait des normes d'origine française et des normes d'origine internationale. On avait présenté les normes écrites d'origine française, on avait commencé à parler des normes d'origine internationale. La semaine dernière, je vous avais parlé des traités internationaux. Je vous avais parlé ensuite de manière plus spécifique de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et puis j'avais commencé à vous parler du droit de l'Union européenne. Et s'agissant du droit de l'Union européenne, eh bien, j'avais insisté en particulier sur le fait que ce droit se subdivise en 2 grandes catégories de règles, les règles de droit primaire, les règles de droit dérivé, et à l'occasion de la séance de travaux dirigés de samedi, eh bien, on a eu l'occasion d'approfondir ce que l'on avait dit sur la distinction entre le droit primaire et le droit dérivé. Alors, je poursuis maintenant avec la dernière question qui concerne
concerne le droit de l'Union européenne, dernière question relative aux moyens d'assurer le respect des règles de l'Union européenne. Comment fait-on pour assurer le respect des règles de l'Union européenne? Alors, j'y reviendrai plus tard, mais je le souligne dès à présent, les règles de l'Union européenne, elles ont une valeur tout à fait éminente. La Cour de justice de l'Union européenne affirme le principe de primauté du droit de l'Union européenne sur les droits nationaux. Et donc le principe, c'est que les règles de l'Union européenne, en tout cas c'est la position de la Cour de justice de l'Union européenne, ont plus de valeur que les règles nationales. Et selon la Cour de justice de l'Union européenne, ces règles ont plus de valeur que les règles nationales, elles ont même plus de valeur que les règles constitutionnelles nationales. Donc, il y a une très grande valeur, en tout cas conférée, reconnue par la Cour de justice de l'Union européenne aux règles de l'Union européenne. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler récemment du fait que certains États protestent ce principe de primauté du droit de l'Union européenne. On parle en ce moment de la situation de la Pologne, puisque les autorités polonaises, pour certaines d'entre elles, contestent à certains égards ce principe de primauté du droit de l'Union européenne. Mais c'est un principe qui est reconnu, affirmé par la Cour de justice de l'Union européenne, et les autorités nationales, elles reconnaissent ce principe de primauté, et elles soulignent en particulier que les règles de l'Union européenne ont une valeur supérieure aux lois nationales, notamment, et que ce principe de primauté, enfin cette prééminence des règles de l'Union européenne sur les règles nationales, même sur les règles législatives adoptées par le Parlement, ça vaut non seulement pour le droit primaire, mais aussi pour le droit dérivé. On y reviendra plus tard, mais prime sur les lois nationales adoptées par le Parlement français, non seulement les règles de droit primaire qui relèvent des traités, mais aussi les règles de droit dérivé qui sont adoptées par les institutions de l'Union européenne. Alors, ceci étant précisé, comment fait-on pour assurer le respect des règles de l'Union européenne quand elles sont méconnues par les autorités nationales? Et là, ce que l'on peut souligner, c'est qu'il y a deux manières de réagir. On peut réagir d'abord devant les juridictions nationales. Quand les règles de l'Union européenne sont méconnues par les autorités nationales, il est possible de réagir devant les juges nationaux, et en particulier devant les juges français. Et puis, parfois, il est possible aussi d'entamer des procédures devant une juridiction internationale, la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, je voudrais reprendre ces deux idées. D'abord, la possibilité de réagir devant les juridictions nationales, et puis ensuite la possibilité d'exercer un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, première idée, quand dans un État, le droit de l'Union européenne n'est pas respecté, il est possible d'invoquer le droit de l'Union européenne devant les juridictions nationales. Et en principe, les simples particuliers peuvent invoquer le droit de l'Union européenne devant les juridictions nationales. Ils peuvent invoquer les règles de l'Union européenne devant les juridictions nationales parce que les règles de l'Union européenne, elles ont... Je vous écoute. Oui, mais elles ont un effet... direct. Elles ont un effet direct. Donc, le principe, c'est celui de l'effet direct. Et parce que les règles de l'Union européenne ont un effet direct, elles peuvent être invoquées, même par de simples particuliers, devant les juridictions nationales, devant les juridictions françaises. C'est le principe, mais en réalité, ce principe ne vaut pas pour toutes les règles de l'Union européenne. Alors, commençons par le droit primaire. Est-ce que le droit primaire a un effet direct? Est-ce qu'il produit un effet direct? La réponse est par principe positif, mais ça ne vaut pas, en réalité, pour toutes les règles de droit primaire. Parmi les règles de droit primaire, quelles sont celles qui ont un effet direct? Celles qui confèrent des droits aux simples particuliers, et des droits qui sont suffisamment précis, suffisamment inconditionnels. Donc, les règles
produire un effet direct, les règles de droit primaire qui produisent un effet direct, ce sont celles qui confèrent des droits aux simples particuliers, tout en étant suffisamment précises, suffisamment inconditionnelles, pour ne pas avoir besoin d'être précisées par des dispositions internes. Donc il faut que ce soit des règles conférant des droits de simples particuliers et que ce soit des règles suffisamment précises, claires et inconditionnelles. Maintenant, qu'en est-il des règles de droit dérivées? Est-ce que les règles de droit dérivées, à votre avis, produisent un effet direct? Est-ce que les règles de droit dérivées peuvent être invoquées par de simples particuliers devant les juridictions nationales? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour vous aiguiller, je vais vous dire que la réponse varie, suivant la nature des règles de droit dérivé. Qui est-ce qui peut me rappeler quelles sont les principales règles de droit dérivé? On l'a vu la semaine dernière, puis on y est revenu en travaux dirigés. Il y a les règlements, et puis les directives, exactement. Alors, parmi ces règles, il y en a certaines qui sont par principe d'application directe, et d'autres qui ne le sont pas. Quelles sont celles qui, à votre avis, sont d'application directe? Oui, mais entre les règlements et les directives. Les règlements qui sont directement applicables dans les États membres. Et donc, ils vont pouvoir être invoqués par de simples particuliers devant les juridictions nationales. En revanche, en principe, les directives, elles ne produisent pas d'effet direct. Puisque, on l'a vu, les directives, elles ne sont pas directement applicables dans les États membres. Qu'est-ce qu'il faut pour que le contenu des directives devienne applicable dans les États membres? Pas ratifié. Il faut que ça soit transposé. Il faut qu'il y ait une loi de transposition reprenant le contenu de la directive. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est ce qu'on a rappelé en travaux dirigés. Et ce n'est qu'une fois qu'on aura soit une loi, soit un décret ou un arrêté de transposition, que le contenu de la directive pourra être invoqué par les particuliers. Alors, ils n'invoqueront pas la directive, mais ils invoqueront la loi ou le décret ou l'arrêté qui reprend le contenu de la directive. Donc, les directives, elles ne sont pas directement applicables, elles ne produisent pas d'effet direct, et le principe, c'est qu'elles ne peuvent pas être invoquées par de simples particuliers devant les juridictions nationales. Mais avec une nuance, c'est que, on l'a vu, les États, ils ont l'obligation de transposer la directive. Ils ont l'obligation de reprendre dans le droit interne le contenu de la directive. Or, il arrive que les États ne respectent pas cette obligation. Ils ont un certain délai pour transposer, et parfois, le délai s'écoule, il expire, sans que les États n'aient transposé la directive. Alors, dans ce cas-là, une fois que le délai pour transposer la directive est expiré, qu'il est écoulé, si l'un des États n'a pas transposé la directive, il devient possible pour de simples particuliers de se prévaloir de la directive. Mais il ne devient possible de se prévaloir de la directive que contre l'État, pas contre un autre particulier. Donc, il y avait un certain délai pour transposer la directive. Ce délai, l'État l'a laissé passer sans transposer la directive. Une fois que le délai est passé, il devient possible pour un simple particulier d'invoquer la directive, elle va produire un effet direct. Mais attention, un particulier ne pourra invoquer la directive que contre l'État et donc pas contre un autre particulier. Donc l'effet direct, on peut dire que c'est un effet direct vertical contre l'État. En revanche, il n'est pas horizontal, il n'est pas possible de se prévaloir de la directive contre un autre particulier. Alors après, il faut en principe interpréter le droit à la lumière de la directive, mais ça, je vous épargne cette précision. Deuxième voie, dans l'hypothèse où le droit de l'Union européenne n'est pas respecté. Deuxième voie pour assurer le respect du droit de l'Union européenne. Quand le droit de l'Union européenne n'est pas respecté, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'à ce stade-là, ça n'est pas nécessaire, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un recours est parfois possible
devant la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsque l'un des États ne respecte pas le droit de l'Union européenne, eh bien, un recours est parfois possible devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et ce recours, on l'appelle recours en manquement. En manquement. Recours en manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, si l'un des États ne respecte pas le droit de l'Union européenne, eh bien, parfois, recours en manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne pourra être exercé. Alors, je ne rentre pas davantage dans les détails, mais à terme, eh bien, la Cour de justice, elle pourra constater le manquement, et dans ce cas-là, l'État devra y mettre fin. Et si l'État ne met pas fin au manquement, eh bien, ensuite, il pourra même faire l'objet d'amendes prononcées par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, juste une précision, il ne faut pas confondre Cour de justice de l'Union européenne avec Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, sa mission, c'est de contrôler le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette convention qui a été adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe, avec 47 États membres. La mission de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est notamment de s'assurer du respect du droit de l'Union européenne. Et le droit de l'Union européenne, vous savez que lui, il ne concerne que les États membres de l'Union européenne, il ne concerne que 27 États membres. La Cour de justice de l'Union européenne, elle ne siège pas à Strasbourg. À Strasbourg, on a la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de justice de l'Union européenne, elle siège où? À Luxembourg, tout à fait. Alors, dernière précision, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, elle doit aussi s'assurer du respect du droit de l'Union européenne par les institutions de l'Union européenne. Elle a aussi pour mission de s'assurer que les institutions de l'Union européenne respectent bien le droit de l'Union européenne. Voilà, j'en ai terminé avec les règles écrites. On a vu qu'elles étaient nombreuses, certaines sont nationales, et les règles écrites nationales ont diverses natures, diverses valeurs. On a les règles constitutionnelles, on a les règles législatives, la loi votée par le Parlement, on a les règlements qui prennent la forme de décrets ou d'arrêtés et qui sont pris par l'autorité réglementaire. Et puis, on a des règles internationales, on a les traités internationaux, parmi lesquels la Convention européenne des droits de l'homme, les traités mettant en place l'Union européenne, et puis on a les règles de droit dérivé. Donc, on a souligné la très grande diversité des règles juridiques qui sont écrites. Mais il faut ajouter qu'à côté des règles écrites, eh bien, existent des règles non écrites. Et ça sera l'objet du paragraphe 2. Donc, paragraphe 2, les règles non écrites. 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 Alors, qu'entendre par règles non écrites? Eh bien, ce sont des règles qui ne sont énoncées dans aucun texte officiel ayant une portée obligatoire. Ce sont naturellement des règles qui peuvent être évoquées dans des livres de droit ou dans des livres écrits par des professeurs de droit. Ce sont des règles qui peuvent être évoquées dans des décisions de justice, mais ce sont des règles qui ne sont énoncées dans aucun texte officiel ayant une portée obligatoire. Et pourtant, ce sont des règles qui existent, ce sont des règles dont le respect s'impose. Alors, on peut distinguer deux catégories de règles non écrites. Il y a d'abord les règles coutumières, la coutume, donc d'un côté la coutume, et puis ensuite les principes découverts par les juges. Donc la coutume d'abord, c'est l'objet du grand A, et puis ensuite, dans le grand B, les principes découverts par les juges. Commençons par le grand A qui est consacré à la coutume.
Alors, on va s'efforcer d'abord de comprendre ce qu'est la coutume, et puis ensuite, on s'interrogera sur le rôle que jouent les coutumes en droit français. D'abord, petit 1, la notion de coutume. La notion de coutume. En quoi consistent les coutumes? De quoi s'agit-il? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais m'appuyer, là encore, sur le vocabulaire cornu, sur le lexique des termes juridiques de messieurs Guinchard et Debar. Alors, dans l'ouvrage de messieurs Guinchard et Debar, la coutume, elle est définie de la manière suivante. Pratique, usage, habitude. Pratique, usage, habitude, qui avec le temps, et grâce au consentement et à l'adhésion populaire, pratique, usage, habitude, qui avec le temps, et grâce au consentement et à l'adhésion populaire, devient une règle de droit. Pratique, usage, habitude, qui avec le temps, et grâce au consentement et à l'adhésion populaire, devient une règle de droit, bien qu'elle ne soit pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics. Pratique, usage, habitude, qui avec le temps et grâce au consentement et à l'adhésion populaire, devient une règle de droit, bien qu'elle ne soit pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics. Bien qu'elle ne soit pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics. Et les deux auteurs poursuivent en soulignant qu'elle est issue, la coutume est issue d'un usage général et prolongé et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage. Elle est issue d'un usage général et prolongé, et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage. Elle est issue d'un usage général et prolongé, et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage. Je complète, donc, elle est issue d'un usage général et prolongé et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage. Et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage. Je complète avec la définition que l'on trouve dans le vocabulaire cornu. Dans le vocabulaire cornu, il est précisé que la coutume, c'est une norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire. Norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire. Norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante un caractère juridiquement contraignant. Norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante un caractère juridiquement contraignant. Norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante un caractère juridiquement contraignant. Et la définition est poursuivie de la manière suivante. Véritable règle de droit, mais d'origine non étatique. Véritable règle de droit, mais d'origine non étatique, que la collectivité affaitienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire. Véritable règle de droit, mais d'origine non étatique, que la collectivité affaitienne dans la conviction de son caractère obligatoire. Véritable règle de droit, mais d'origine non étatique, que la collectivité affaitienne par habitude
Ah, j'avais oublié par habitude. Vous l'avez dit, après vous l'avez plus dit. Eh bien, je le redis. Que la collectivité a fait sienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire. Que la collectivité a fait sienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire. Alors, je vais vous donner de nombreux exemples, mais avant de donner ces exemples, je voudrais revenir sur cette définition. D'abord, une grande particularité de la coutume, et ça paraît bien à la lecture des deux définitions que je vous ai données, c'est que la coutume, elle a une origine non étatique. Ce sont des règles qui n'ont pas été posées par les pouvoirs publics. Et ça, c'est une singularité parce que, lors du premier cours, quand je vous ai parlé des règles de droit, je vous ai dit que, dans l'immense majorité des cas, les règles de droit, elles avaient pour origine les autorités publiques. C'était les autorités publiques qui sécrétaient les règles de droit. Et là, on a des règles de droit qui vont s'imposer alors même qu'elles n'ont jamais été énoncées par les pouvoirs publics. C'est une tradition populaire qui va se transformer en règle de droit. Alors, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais arriver. La coutume, à l'origine, c'est une pratique, c'est-à-dire un fait, une habitude. Mais une habitude, une pratique, c'est juste un comportement factuel. Et normalement, ce qui se fait habituellement, ça n'est pas pour autant obligatoire. La particularité de la coutume, c'est que c'est une pratique qui va devenir obligatoire. C'est une pratique qui se transforme en règle de droit. C'était une pratique habituellement suivie, une habitude, et puis peu à peu, eh bien cette habitude, elle s'est transformée en véritable règle juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le choix pour les individus de s'y conformer. Ils sont tenus de s'y conformer. Alors qu'est-ce qui explique qu'une simple pratique, une simple habitude, devienne obligatoire? Eh bien, dans les définitions, on dit ce qui explique que la pratique devienne obligatoire, c'est que la tradition populaire a la conviction que c'est obligatoire. La collectivité est convaincue que c'est obligatoire. Et c'est parce que la collectivité est convaincue que le respect de cette habitude, de cette pratique est obligatoire, que finalement ça devient obligatoire. Voilà, généralement, on considère qu'il y a deux éléments pour faire une coutume. Pour faire une coutume, eh bien, il y a d'abord un élément matériel. Pour faire une coutume, il faut qu'il y ait une pratique habituellement suivie. Mais ça ne suffit pas. Pour que la coutume apparaisse, il y a un deuxième élément qui doit exister. Il faut qu'il y ait le sentiment que cette pratique s'impose. Il faut qu'il y ait le sentiment que cette pratique revêt un caractère obligatoire. Voilà. Qu'est-ce qui va expliquer que la pratique devient une véritable règle de droit? Eh bien, le sentiment qui se développe qu'il y a l'obligation de s'y conformer. Alors, certains critiquent et ils disent, mais en fait, c'est parce que c'est devenu obligatoire que les gens ont eu le sentiment de s'y conformer. Alors que là, ce que je vous dis, c'est que c'est parce que les gens avaient la conviction que c'était obligatoire que ça l'est devenu. D'autres disent, en réalité, ça c'est artificiel. La réalité, c'est que c'est parce que c'était obligatoire que les gens ont eu le sentiment que ça l'était. Bon, donc où est la poule, où est l'œuf, c'est difficile de répondre. Souvent, de toute façon, qu'est-ce qui va reconnaître l'existence d'une règle coutumière? Eh bien, ce sont les juges, à l'occasion d'un procès. L'une des parties va dire, il y a un usage, une coutume qui s'impose, et ça sera au juge de dire si on peut caractériser ou non l'existence d'une coutume. Oui. Ça ressemble un peu avec la règle du droit et sa relativité avec la religion, la coutume des coutumes. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la règle de la religion qui devient un peu une règle de droit quelque part. Si les débats sont inspirés par exemple, des savants dans la religion, pareil, les coutumes, c'est un peu pareil. Les coutumes, c'est des habitudes anciennes. Alors, il y a une différence fondamentale.
c'est que la règle religieuse, dans un État laïque comme la France, ça n'est pas une règle de droit. Donc, elle n'est pas juridiquement obligatoire. Alors, après, il se peut que les autorités publiques reprennent dans des règles juridiques des commandements qui sont aussi énoncés dans des règles religieuses. Mais les règles religieuses, n'auront jamais de valeur juridique obligatoire. La coutume, elle, c'est une règle qui est juridiquement obligatoire. Donc ça, c'est une différence sensible. Alors, j'insiste, la coutume, c'est une véritable règle de droit. C'est ce que disait Cornu dans son vocabulaire. C'est une règle de droit parce qu'elle a un caractère obligatoire, et puis la coutume, elle pose un commandement qui a un caractère général et impersonnel. Donc toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse considérer qu'il s'agit bien de règles de droit. Alors ça ne veut pas dire, quand je dis que la coutume a un caractère général et impersonnel, ça ne veut pas dire qu'elle va concerner nécessairement tout le monde. Parfois, la coutume, elle ne concerne qu'une catégorie de personnes, mais ça c'est vrai aussi des règles écrites. Voilà ce que je tenais à vous dire quant à la notion de coutume. Alors maintenant, on va parler du rôle des coutumes, et ça me donnera l'occasion de vous donner des illustrations, des exemples. Petit 2, rôle de la coutume. Rôle de la coutume. Alors par le passé, le rôle de la coutume a été considérable. Il y a eu des époques où la plupart des règles de droit étaient d'origine coutumière. Sous l'ancien droit, avant la Révolution, eh bien, même si le droit écrit s'était progressivement redéveloppé, eh bien, les coutumes conservaient une influence majeure. Aujourd'hui, le droit, il est, en France, essentiellement écrit. Et par conséquent, il y a beaucoup moins de place pour les coutumes. Donc, le rôle des coutumes, en France, est aujourd'hui beaucoup plus marginal. C'est la raison pour laquelle nous consacrerons beaucoup moins de temps à la coutume qu'aux règles écrites, parce que aujourd'hui, il y a tellement de règles écrites, les règles écrites envisagent la plupart des questions sociales, si bien qu'il n'existe plus guère de place pour les coutumes. Mais la coutume, même si elle a un rôle moins important qu'autrefois, eh bien, elle conserve une certaine place. Il arrive que, en droit français, aujourd'hui encore, la coutume joue un rôle. Alors, il y a 3 situations qui peuvent être distinguées. Parfois, ce sont des règles écrites qui vont renvoyer à la coutume, qui vont renvoyer aux usages. Dans cette hypothèse-là, on parle de coutume secundum legem. Secundum legem. S-E-C-U-N-D-U-M. S-E-C-U-N-D-U-M. C-U-N-D-U-M. Secundum legem. L-E-G-E-M. Ici, la coutume, elle vient seconder la loi. C'est la loi qui va renvoyer à la coutume. La loi, finalement, plutôt que de préciser elle-même tous les détails, eh bien pour les détails, ou même parfois pour davantage que les détails, elle renvoie à la coutume. Je vais vous donner des exemples de cette hypothèse. D'abord, s'agissant des mineurs et des personnes sous tutelle. Les mineurs, les personnes sous tutelle, normalement, ne peuvent pas passer seuls des actes juridiques. Les mineurs vont être représentés par leurs administrateurs légaux. Généralement, ce sera qui les administrateurs légaux des mineurs? Les parents. Donc, généralement, quand les mineurs ont besoin de passer un acte juridique, un contrat, eh bien, ils sont représentés par leurs parents. Et les personnes sous tutelle, eh bien, elles vont être représentées par leur tuteur. Donc les majeurs qui ont perdu leurs facultés intellectuelles et qui ne sont plus en mesure d'exprimer une volonté éclairée, s'ils sont placés sous tutelle, eh bien, ils seront représentés pour les actes juridiques par leur tuteur. Donc le principe, c'est qu'ils ne pourront plus conclure d'actes eux-mêmes, ils seront représentés par leur tuteur. Mais il y a des exceptions. Parfois, on va reconnaître aux mineurs
et au majeur la possibilité d'agir seul, de passer seul des actes juridiques. Alors, quels sont les actes juridiques que les mineurs ou les majeurs sous tutelle pourront accomplir? Eh bien, on les autorise à accomplir les actes que la loi leur permet de passer, mais aussi les actes que les usages leur permettent de passer. Ça, on retrouve cette idée dans différents articles du Code civil. Pour que vous puissiez les retrouver, je vous donne les numéros. C'est 388-1-1, 388-1-1, 408 et 473. 388-1-1, 408 et 473. 408 et 473. Du Code civil. Que disent ces textes? Eh bien, ils disent, premier, 388-1-1, je ne vous le dicte pas, hein, l'essentiel c'est que vous compreniez la démarche. L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf dans les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Et là, que voit-on? Eh bien, pour déterminer les actes qu'un mineur peut passer seul, les cas dans lesquels un mineur peut agir lui-même, on va se déterminer non seulement en fonction de la loi, mais en fonction des usages. Si on permet aux mineurs de passer certains actes, c'est parfois parce que la loi a prévu que le mineur aurait la faculté de passer telle ou telle opération, mais parfois, si on permet aux mineurs d'agir, c'est parce que les usages reconnaissent aux mineurs le droit d'agir. Par exemple, si vous avez un mineur de 10 ans qui va dans une boulangerie et qui veut s'acheter un chewing-gum, eh bien, la boulangère ou le boulanger ne va pas lui répondre « Attention, c'est un contrat, il faut que tu aies tes administrateurs légaux pour passer le contrat de vente. Donc, reviens avec tes parents pour t'acheter le chewing-gum. » Ça ne la rendrait pas nécessairement l'enfant en question. Là, un enfant de 10 ans, eh bien, on va admettre que les usages lui reconnaissent le pouvoir, la capacité de passer seul cet acte juridique, ce contrat de vente. Et puis, s'il est adolescent, il pourra peut-être passer des opérations un peu plus importantes, faire des achats un peu plus importants, du matériel informatique, des jeux vidéo, que sais-je encore. Donc, pour déterminer les actes qu'il peut passer seul, eh bien, parce que la loi ne peut pas préciser tous les actes qu'un mineur va accomplir en fonction de son âge, on va se déterminer en fonction des usages. Donc vous voyez que là, qu'est-ce qui permet de savoir les actes qu'un mineur peut passer seul? Eh bien, ce n'est pas toujours la loi, parfois c'est la loi, mais parfois ce sont les usages. De la même manière pour les majeurs sous tutelle. Pour les majeurs sous tutelle, normalement ils doivent être représentés, mais la loi les autorise à passer seuls certaines opérations. Et puis, il y a d'autres opérations qu'ils vont pouvoir passer seuls parce que les usages leur permettent de passer seuls de telle loi. Autre exemple, parfois, pour déterminer la hauteur des clôtures entre deux propriétés voisines, eh bien, quand il n'y a pas de règles écrites, on va se référer aux usages. Je vous renvoie à l'article 663 du Code civil. Parfois, pour déterminer la distance minimale entre la limite d'une propriété et les arbres se trouvant sur cette propriété, eh bien, s'il n'y a pas de règle écrite, eh bien, on va se déterminer en fonction des usages. C'est ce que prévoit l'article 671 du Code civil. Donc, à défaut de règlement, s'il n'y a pas de règle écrite prévoyant la distance minimale entre la limite de propriété et les arbres se trouvant sur la propriété, eh bien, on se détermine en fonction des usages. Autre règle tout à fait fondamentale, celle-là, sur laquelle on reviendra quand on fera du droit des contrats, pour savoir quelles sont les obligations qui naissent d'un contrat. Évidemment, quand il y a un contrat qui est conclu, pour savoir les obligations qui naissent de ce contrat, on va regarder les clauses du contrat. Ce sont d'abord les clauses du contrat
qui précise quelles sont les obligations qui vont découler pour l'une et l'autre des parties du contrat. Quand il y a un contrat de vente, eh bien, ce sont les clauses du contrat qui vont préciser à quoi est tenu le vendeur, à quoi est tenu l'acheteur. Mais les obligations découlant d'un contrat, elles sont aussi enrichies par la loi. La loi, par exemple, pour un contrat de vente, elle va prévoir toute une série de règles. Et donc la loi, elle enrichit le contenu du contrat. Parce que quand un contrat de vente est conclu, par exemple, vont s'appliquer non seulement les stipulations des parties, les clauses que les parties ont mentionnées dans leur contrat, mais aussi les règles qui ont été prévues par le législateur pour les contrats de vente. Et puis, et c'est là que je voulais en revenir, c'est ce que prévoit l'article 1194 du Code civil. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, donc ce qui est prévu dans les stipulations, dans les clauses, mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité, l'usage ou la loi. Donc pour savoir les conséquences du contrat, on va tenir compte de ce que les parties ont écrit dans le contrat, dans les clauses, on va tenir compte de la loi, mais on va aussi tenir compte des usages. Et parfois, eh bien, on va enrichir le contenu du contrat en se référant aux usages. Voilà quelques exemples. Alors, on pourrait en donner... oui, j'en donne encore deux autres. Les combats de coq, vous avez des textes qui répriment tous les sévices graves infligés à des animaux. Et pourtant, vous savez qu'aujourd'hui encore, en France notamment, eh bien, sont parfois autorisés les combats de coq ou les corridas. Et donc les textes qui incriminent les sévices graves infligés aux animaux ne s'appliquent pas toujours lorsque sont organisés des combats de coq et des corridas. Mais les combats de coq et les corridas, on ne peut pas les organiser n'importe où. Et ce n'est pas le législateur qui précise les endroits où on peut les organiser. Ce ne sont pas les autorités réglementaires qui le précisent. La loi, que dit-elle? Elle dit que les combats de coq ou les corridas, ça sera possible là où il existe une tradition locale ininterrompue. Ben, vous voyez, ici, c'est une forme de coutume. C'est une coutume qui permet l'organisation de corridas et de combats de coq. Donc, pour savoir où c'est possible, eh bien, on ne va pas regarder les textes, on va rechercher quels sont les endroits où il existe une coutume permettant l'organisation de combats de coq et de corridas. Oui? Le lâcher de taureau, je crois que c'est au Pays Basque, c'est du coup les coutumes qui... Alors, s'il y a juste un lâcher de taureau, mais que de toute façon on n'inflige aucun sévice au taureau, de toute façon il n'y a aucune raison d'interdire. Bon, ça peut être dangereux, donc il faut veiller à ce que ça soit organisé dans des conditions de sécurité satisfaisantes, mais là c'est plus le même problème. Normalement, la difficulté pour les combats de coq ou les courses de taureaux, ou les corridas, c'est que vous avez un texte pénal, c'est l'article 520-1 du Code pénal, qui dit que le fait d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal, domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Bon. Et ce texte, il ne va pas s'appliquer pour les courses de taureaux ou parce que, dans les endroits où il existe une tradition locale ininterrompue. Donc c'est là où il y a une coutume, finalement, que ce sera possible. Juste un dernier exemple, et ensuite je réponds à votre question. Il y a parfois la coutume, elle va conserver une influence beaucoup plus importante. Vous avez la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie qui précise que les personnes dont le statut personnel et le statut civil coutumier kanak, eh bien, sont régis en matière de droit civil par leurs coutumes. Donc, il y a des personnes dont on considère qu'elles ont un statut personnel qui est le statut civil coutumier kanak, et ces personnes-là, eh bien, en matière de droit civil, de façon générale, elles seront régies par leurs coutumes. C'est ce que prévoit donc l'article 7 d'une loi organique du 19 mars 1999. Donc là encore, c'est une loi qui renvoie à la coutume, mais qui y renvoie de façon beaucoup plus générale. C'est une loi du 19 mars
1999. Une loi organique. Des questions? Non, il n'y en a plus. Alors, poursuivons. Deuxième situation. Jusqu'à présent, on a vu que les coutumes jouaient un rôle, mais secundum legem, c'est-à-dire dans les hypothèses où la loi y renvoyait. Parfois, la coutume va jouer un rôle dans le silence de la loi. La loi ne prévoit rien, et malgré tout, il y a des coutumes qui vont s'appliquer. Donc, dans le silence de la loi, et parfois d'ailleurs pour combler les silences des règles écrites, on va faire jouer des coutumes. Alors là, on dit que ce sont les coutumes praeter legem. Praeter, P-R-A-E-T-E-R. L'avantage avec le latin, c'est qu'on entend toutes les lettres, et en plus, il n'y a pas d'accent. Donc ça, P-R-A-E-T-E-R. Praeter legem. Et legem, c'est comme tout à l'heure, la loi L-E-G-E-M. Donc ça, c'est la coutume qui va s'appliquer dans le silence de la loi. Comment? Non, praeter, ça ne doit pas vouloir dire silence. Ça va, vous me posez une colle parce que... vous avez un gâchis, c'est bien. Moi, je crois que j'en ai plus. C'est peut-être au-dessus de la loi, ou à côté de la loi. C'est la prononciation, praeter. Comment? Ça dit prononciation. Non, non. Non. Il y a plusieurs sens. Alors, vous m'apporterez une réponse la semaine prochaine pour ceux qui sont des latinistes, des inconditionnels du latin. Ça veut dire devant, le long de. Voilà, donc à côté, on va dire. Alors, là, dans l'ordre international, pour régir les relations interétatiques, vous avez eu traditionnellement les relations interétatiques, elles étaient régies par une coutume internationale. Alors aujourd'hui, il y a aussi des textes écrits qui régissent les relations internationales, mais traditionnellement, il y avait une grande place pour les coutumes. Les relations interétatiques étaient régies dans une large mesure par ce qu'on appelait une coutume internationale. Par ailleurs, quand il y avait des échanges commerciaux internationaux, il y avait des règles qui s'appliquaient, qu'on appelait la lex mercatoria, la loi des commerçants. Lex mercatoria, alors c'est comme ça se prononce, en deux mots, LEX, petit mercatoria, M-E-R-C-A-T-O-R-I-A, lex mercatoria, la loi des marchands. Pour les échanges économiques internationaux, s'appliquait finalement ce qu'on appelle la lex mercatoria, et la lex mercatoria, c'était des usages professionnels qui avaient vocation à s'appliquer à ces échanges internationaux. Donc, quelles étaient les règles qui s'appliquaient aux échanges internationaux? Souvent, c'était des règles définies par la pratique, et donc pas des règles définies par les pouvoirs publics, des règles définies par la pratique, donc qui avaient un caractère coutumier, c'était des usages coutumiers qui régissaient ces échanges internationaux. Dernière hypothèse maintenant, celle de la coutume contra legem, qui va contre la loi. La coutume contra legem. C-O-N-T-R-A, contra. Legem, toujours pareil. La coutume contra legem qui va contre la loi. Alors ça, normalement, ça n'est pas possible. La coutume ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Mais, exceptionnellement, ça arrive. Alors, il y a un exemple qu'on donne traditionnellement. Il vaut ce qu'il vaut. Je vous le donne quand même parce que ça permet de donner un aperçu. Normalement, pour faire une donation, il faut conclure un acte authentique devant un notaire. Et ça, c'est ce que prévoit l'article 931 du Code civil. L'article 931, il précise que tout acte portant donation entre vifs, portant donation entre vifs seront passés devant notaire. Et cet
exigence formelle, elle est posée sous peine de nullité. Donc quand il y a une donation sans intervention d'un notaire, normalement c'est nul. C'est ce que dit la loi, c'est ce que dit l'article 931 du Code civil. Eh bien, les usages ont toléré, malgré tout, ce que l'on appelle le don manuel. Le don manuel, c'est un contrat par lequel une personne va se dépouiller d'un bien en faveur d'une autre. Et le don manuel, eh bien, il est réalisé par la remise matérielle de la chose par le donateur, au bénéficiaire. Donc, qu'est-ce qui va réaliser le don manuel? C'est la remise matérielle de la chose par le donateur au bénéficiaire. Eh bien, le don manuel, c'est une donation. Quand il y a un don manuel, il n'y a pas d'intervention d'un notaire, et pourtant, on va admettre la validité de ce contrat. Votre grand-mère ou votre grand-père vous a donné un petit billet au moment où vous êtes parti, c'est un don manuel, eh bien, c'est un contrat de donation, il est valable, même si vous n'êtes pas allé chez le notaire. D'accord? Donc, là, eh bien, on considère que ce sont les usages qui légitiment cet acte juridique, alors que si on avait appliqué strictement les textes, on aurait pu croire que cette donation était nulle. Des questions? Oui, allez-y. Pour le don, là, dont vous parlez, il y a une limite. Il n'y a pas forcément de limite. Après, il y a le problème de la fiscalité. Moi, mamie, elle me donne 10 000 € à moi, et personne, elle donne aux autres. Alors ça, la question que ça peut poser, c'est si la donation est telle qu'elle entame la réserve héréditaire des autres, là, on pourra réduire la donation. Mais ça n'affecte pas la validité de la donation. Alors, je me demandais si on faisait une pause tout de suite. On va faire une pause maintenant, puisque ensuite on parlera des principes découverts par les juges. Donc on s'interrompt 8 minutes. 8. Merci beaucoup. Parmi vous, certains ont pensé à me rapporter la petite fiche que j'avais demandé à plusieurs reprises. Je vous le rappelle juste à tout hasard. Non, merci. Bonsoir. Votre fiche, c'est sur le papier.
ça, vous êtes entièrement d'accord. J'ai des questions sur les us et coutumes. Allez-y. De notre famille, les us et coutumes des Bretagne. Et il y a trois groupes avec. Ouais. Chez une amie, dans le Gally, elle avait la même chose, mais ça c'est du Dauphiné, je ne sais Ouais. pas où. Et en fait, je n'avais pas étudié, mais j'avais compulsé. J'ai eu l'impression que dans le code civil, c'est pas repris exactement, mais ça s'inspirait beaucoup. Ah bah ça c'est certain qu'il Il y avait une y a continuité. des règles qui ont été inspirées par dans ces coutumes. Et entre les régions, c'est pas très différent. Un peu, mais pas forcément identique, mais Pas oui, il fondamentalement. devait y avoir un fond commun, ouais. Il devait y avoir un fond commun, et puis de toute façon, il y avait un processus d'uniformisation qui, en fait, qui a été progressif, parce que, comme je vous ai dit, l'uniformisation, elle avait été achevée par le code civil, l'uniformisation du code civil, du droit civil, pardon. Mais avant même qu'il y ait le droit civil et qu'il y ait le code civil, pardon, d'abord il y avait eu un développement des ordonnances royales. Les ordonnances royales, elles s'appliquaient sur tout le territoire. Et puis, dans certaines matières, il y avait eu aussi compétences qui avaient été reconnues à l'Église catholique. Or, les règles qui étaient façonnées par l'Église catholique, elles avaient une portée universelle, donc à fortiori, elles s'appliquaient de manière uniforme sur tout le territoire national. Par exemple, en matière de mariage, on avait des règles qui avaient cette origine-là. Donc, finalement, il y avait déjà eu un processus d'uniformisation qui avait débuté sous l'Ancien Régime et qui s'est renforcé, qui a été parachevé au moment de la promulgation du Code civil. Et j'imagine que parmi les coutumes, ce qui s'était passé aussi, c'est que on avait pris l'habitude de les écrire, les coutumes. C'est pour ça qu'on a découvert ensuite des recueils de coutumes. Et je pense que les personnes qui ont découvert les coutumes, qui ont écrit les coutumes, pardon, il y en a certaines qui les ont étudiées aussi, qui ont étudié les coutumes d'un endroit à l'autre, et ça a pu favoriser un rapprochement aussi. C'était Louis XIV traduit. Ouais. C'est facile. Ce sont des documents, ça, qui ont été distribués déjà lors des précédents cours. Et si certains n'étaient pas là samedi, il y a des fiches que j'ai distribuées samedi.
encore lire un document à vous remettre. Comment? Encore lire un document à vous remettre. Et c'était le document. En fait, c'est juste une petite fiche de présentation dans laquelle vous indiquez essentiellement les raisons pour lesquelles vous avez choisi de faire la capacité, ce que vous en attendez, etc. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Alors, on va reprendre avec une deuxième catégorie de règles non écrites. On a parlé des règles coutumières jusqu'à présent. Je voudrais vous dire un mot à présent des principes découverts par les juges. Donc, grand B, les principes découverts par les juges. Les principes découverts par les juges. Les principes découverts par les juges. Vous avez essayé de récupérer des documents déjà sur sur le NT. Personne n'a essayé? J'ai essayé, mais j'ai rien. En fait, j'avais essayé la semaine dernière, Ça ne fonctionne pas? c'était bloqué. Ouais, c'était bloqué. Il y avait un cadenas dessus. Et en fait, il fallait un code pour y accéder. Normalement, vous avez un code. En fait, on se connecte à notre code d'identifiant, et quand on clique dessus, il faut un autre code visiblement. C'est ça qui est pas normal. Ok. Je vais essayer de creuser. Bon, très bien. Les principes donc découverts par les juges. Les principes découverts par les juges.
si vous perdez par exemple le plan de cours, ça vous permet de le récupérer facilement. Voilà. C'est pour ça que ça n'est pas tout à fait inutile. Alors, les principes découverts par les juges. Spontanément, avant d'avoir fait du droit, on est tenté de penser que les juges, ils sont là pour appliquer les règles de droit. Que finalement, les juges, ils vont mettre en œuvre, à l'occasion des litiges, les lois votées par le Parlement, les traités internationaux, les règlements, les règles de l'Union européenne. Donc, l'idée qu'on a a priori, le sentiment qu'on a a priori, c'est que la mission du juge, c'est d'appliquer, de mettre en œuvre des règles qui ont été conçues par d'autres. Et en réalité, le juge, eh bien, il n'est pas là, enfin, il ne se contente pas, plus exactement, de mettre en œuvre des règles de droit. Dans une certaine mesure, le juge, on va le voir, on insistera longuement sur ce point, le juge, dans une certaine mesure, il contribue à l'élaboration du droit. Il va enrichir le droit, il va enrichir les règles de droit. Alors, on le verra plus tard, quand le juge, d'abord, met en œuvre des règles écrites, eh bien, le juge va en préciser la signification. Et quelquefois même, avec le temps, il va adapter la signification des textes à l'évolution des techniques, à l'évolution des mœurs, à l'évolution des mentalités. Donc, le juge, d'abord, il précise la signification des textes et parfois, il adapte même la signification des textes pour que les textes restent en phase avec l'époque, avec l'évolution des techniques et celle des mentalités. Et puis, parfois, le juge, eh bien, il va découvrir des règles qui ne sont écrites nulle part. Il va inventer des règles. Alors, j'emploie à dessein le terme inventer plutôt que créer, parce que les juges, comme leur mission normalement, c'est de mettre en œuvre des règles, eh bien, ils ne reconnaissent pas très volontiers le fait qu'ils créent des règles. Et même quand, en réalité, ils utilisent des règles qui ne sont écrites nulle part, des règles qu'ils ont eux-mêmes découvertes, eh bien, ils ont tendance à prétendre qu'ils ne les ont pas créées, mais seulement découvertes. Inventées, ça veut dire trouvées dans le système juridique. Alors, c'est vrai que dans une certaine mesure, quand les juges vont inventer des règles qui ne sont écrites nulle part, ils ne le font pas à partir de rien. Ils vont en fait conférer une portée générale à des règles écrites mais qui avaient une portée réduite. Ils vont s'inspirer d'illustrations particulières d'un principe plus général et ils vont affirmer l'existence du principe. Mais il n'en demeure pas moins que les juges vont découvrir des règles qui ne sont écrites nulle part, et que dans ce travail, dans cette tâche, dans cette mission, eh bien, ils disposent d'une très grande marge de manœuvre. Donc le juge, finalement, parfois découvre de véritables règles de droit, des règles qui ne sont écrites nulle part, et évidemment, ça peut lui conférer un important pouvoir. Donc les juges, quels qu'ils soient, eh bien, il leur arrive de découvrir des règles de droit, alors même que ces règles ne sont énoncées dans aucun texte officiel de portée obligatoire, et les juges, parmi les règles de droit qu'ils découvrent, il y a notamment des principes. Donc les juges, parfois, découvrent de véritables principes. Alors, on verra que les juges sont divers, variés, mais la plupart d'entre eux se reconnaissent le pouvoir de découvrir des principes. La plupart d'entre eux se sont reconnus le pouvoir de découvrir et d'affirmer l'existence de principes. On va illustrer le propos et on va commencer par les juges internes et le juge constitutionnel. Le juge constitutionnel, le Conseil constitutionnel, il lui arrive de découvrir des principes à valeur constitutionnelle qui ne sont pas écrits dans les textes à valeur constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez me rappeler quels sont les textes à valeur constitutionnelle? La charte de Ouais.
réunir tous les éléments. Donc la Constitution de 58, on peut quand même commencer par là, son préambule et les textes auxquels elle renvoie, vous les avez tous cités. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de 46, et puis la Charte de l'environnement de 2004. Donc, le plus souvent, le Conseil constitutionnel, quand il s'appuie sur des règles à valeur constitutionnelle, il va les chercher dans ses textes. Mais parfois, le Conseil constitutionnel va découvrir des principes qui ne sont pas énoncés dans ces textes à valeur constitutionnelle. Il va découvrir en quelque sorte en suspension dans l'ordre juridique des principes qui ne sont écrits dans aucun texte. Alors, on en avait déjà donné une illustration, on l'avait vu en travaux dirigés. Parfois, il découvre quel genre de principe. On a vu dans sa décision de 71 qu'il avait découvert le principe de la liberté d'association. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que c'était, selon le Conseil constitutionnel, le principe de la liberté d'association? C'est la première association qui s'était créée. Oui, mais ce principe, comme règle juridique, c'est quoi? Le Conseil constitutionnel a estimé que c'était un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce que je vous ai déjà indiqué, c'est que le préambule de 46, qui est un texte à valeur constitutionnelle, le préambule de 46, il évoque deux catégories de principes. Les principes politiques, économiques et sociaux, particulièrement nécessaires à notre temps. Ces principes-là, leur liste est dressée dans le préambule de 46. Le préambule de 46, il évoque aussi une autre catégorie de principes, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et ces principes-là, il n'y en a pas de liste dans le préambule de 46. Et par conséquent, c'est le Conseil constitutionnel qui a la charge de découvrir ces principes dans les lois de la République antérieures à 46. Alors ce ne sont pas complètement des principes non écrits, parce qu'ils doivent avoir une assise dans les lois de la République, mais malgré tout, ce n'est pas les lois de la République qui leur confèrent leur valeur constitutionnelle. S'ils ont valeur constitutionnelle, c'est parce que le Conseil constitutionnel affirme qu'il s'agit de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc là, vous voyez que le Conseil constitutionnel, finalement, il a la possibilité d'aller découvrir des principes et de leur reconnaître une valeur constitutionnelle en affirmant qu'il s'agit de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et puis parfois, le Conseil constitutionnel, il a affirmé l'existence de principes constitutionnels qui n'étaient pas des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C'était des principes constitutionnels dont aucune loi antérieure à 1946 ne parlait. Et pourtant, il a considéré qu'il s'agissait de principes à valeur constitutionnelle. Alors, il y a plusieurs exemples. La sauvegarde de la dignité de la personne humaine, c'est un principe à valeur constitutionnelle, alors que ce n'est pas évoqué dans les lois antérieures à 46. Donc, là, c'est un principe à valeur constitutionnelle que le Conseil constitutionnel a découvert complètement librement. De la même manière, il a affirmé le principe d'unicité du peuple français, ou encore le principe de continuité du service public. Donc vous voyez, le Conseil constitutionnel, il se reconnaît le pouvoir d'affirmer l'existence de principes à valeur constitutionnelle. Parfois, ce sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et puis parfois, ce sont d'autres principes à valeur constitutionnelle. Alors, ça n'est pas le seul, le Conseil constitutionnel, à se reconnaître le pouvoir de découvrir des principes. Parlons des autres juges internes. D'abord, le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est surtout M. Giraud qui vous en parlera, puisque c'est une juridiction administrative. C'est la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d'État, il s'est très tôt reconnu le pouvoir d'affirmer l'existence de principes. Alors, pour bien le comprendre, il faut revenir sur une idée qui vous sera présentée certainement de manière plus détaillée par Denis Giraud, mais sur le fait que très tôt, la jurisprudence administrative, et puis le tribunal des conflits, qui est là pour distinguer ce qui relève des juridictions administratives et des juridictions judiciaires, le Conseil d'État et le tribunal des conflits ont affirmé que les règles du Code civil
elle n'avait pas vocation à régir les conflits administratifs et les litiges auxquels l'administration était partie. Donc, le Conseil d'État, le tribunal des conflits, ils disent quand il y a une affaire, un litige qui concerne l'administration, je simplifie, mais quand il y a un litige, une affaire qui concerne l'administration, eh bien on ne peut pas appliquer les règles du Code civil. Et ça, c'est ce que le tribunal des conflits et le Conseil d'État affirment dès la deuxième partie du XIXe siècle. Simplement, à l'époque où le Conseil d'État et le tribunal des conflits affirment que l'on ne peut pas faire jouer les règles du Code civil quand l'administration est partie au litige, eh bien, à cette époque-là, il n'y avait pas de code pour les litiges relatifs à l'administration, pour les litiges auxquels l'administration était partie. Et donc, on a des juridictions, les plus hautes juridictions administratives, qui disent quand il y a un litige qui concerne l'administration, on ne peut pas faire jouer les règles du Code civil. Oui, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autres règles. Alors, que faire? Quelles règles appliquer quand il y a un litige qui concerne l'administration? Eh bien, ce sont les juges administratifs qui ont découvert, qui ont inventé les règles qui avaient vocation à s'appliquer dans les affaires concernant l'administration. Ce sont eux qui ont découvert les règles qui avaient vocation à s'appliquer à l'occasion des affaires concernant l'administration. Et parmi les règles qu'ils ont découvertes pour trouver une solution aux litiges dans lesquels l'administration était impliquée, ils ont découvert une catégorie de règles très importante qu'on appelle les principes généraux du droit. Donc, parmi les règles qu'ils ont créées, les tribunaux administratifs, les juridictions administratives, il y a les plus importantes qu'on appelle les principes généraux du droit. Alors, ils ont affirmé l'existence de multiples principes généraux du droit. Je vous en donne quelques illustrations. Ils ont affirmé l'existence d'un principe général des droits de la défense. Ils ont affirmé la liberté de conscience, la liberté du commerce et de l'industrie, la dignité de la personne humaine, l'égalité devant le service public, l'égalité des citoyens devant la justice, etc., etc. Ils ont découvert de multiples principes qui, pour les plus importants d'entre eux, ont été qualifiés de principes généraux du droit et qui ont permis aux juges administratifs de régler les litiges auxquels l'administration était partie. D'accord? Donc on n'avait plus de règles écrites, puisqu'on n'avait pas voulu, on ne voulait pas appliquer les règles du Code civil, pas appliquer les règles du Code de commerce. Donc il fallait en découvrir d'autres des règles. Qui est-ce qui les a découvertes? Eh bien, ce sont les juges administratifs. Alors, en droit privé, juste un mot pour dire qu'aujourd'hui, même en droit administratif, et vous verrez ça avec M. Giraud, il y a beaucoup plus de règles écrites qu'autrefois. Mais les principes découverts par les juges conservent malgré tout une grande influence, une grande importance. Qu'en est-il maintenant en droit privé? En droit privé, est-ce qu'on a aussi des principes découverts par les juges? A priori, c'était moins utile parce qu'en droit privé, pour régir les relations entre simples particuliers, pour régir les relations entre personnes physiques, entre une société et une personne physique, entre une association et une société, pour régir des conflits entre personnes privées, eh bien, il y a toujours eu beaucoup de règles écrites, et en particulier les règles du Code civil ou celles du Code de commerce. Donc, a priori, il était moins nécessaire pour les juges de découvrir des principes, des règles en dehors des règles écrites, puisqu'il y avait déjà beaucoup de règles écrites. Eh bien, malgré tout, peu à peu, les juridictions judiciaires, les juridictions qui interviennent à l'occasion des affaires entre personnes privées, les juridictions judiciaires, se sont reconnues le pouvoir de découvrir des principes. Alors, je vous donne quelques exemples de principes. Alors, comment s'appelle la plus haute juridiction judiciaire? La Cour de cassation. La plus haute juridiction judiciaire, elle a affirmé l'existence de multiples principes. Je vais vous donner quelques exemples. Elle a affirmé d'abord l'existence d'un principe sur lequel on reviendra plus longuement ensuite, donc j'insiste pas pour l'instant,
le principe suivant lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. L'enfant simplement conçu est réputé né, est considéré comme déjà né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Ça, c'est un principe sur lequel on reviendra ensuite, donc je n'explique pas davantage pour l'instant. Autre principe, le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Quand une personne cause un trouble anormal à ses voisins, eh bien, elle peut être condamnée à les dédommager. Et elle va être condamnée sur le fondement de ce principe. Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ça, c'est un principe qui n'était pas écrit dans les textes, qui a été découvert par les juges. Autre exemple qu'on peut citer, le principe selon lequel la responsabilité du salarié, la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. La responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. Autre principe, le principe suivant lequel la fraude corrompt tout. La fraude corrompt tout. Plus récemment, principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Voilà, la Cour de cassation, alors ça ce ne sont que quelques illustrations, la Cour de cassation, elle a ainsi affirmé l'existence de multiples principes qui n'étaient énoncés dans aucune règle écrite. Alors, ce n'est pas le propre des juridictions internes que de reconnaître l'existence de principes. Vous avez aussi des juridictions internationales qui ont affirmé l'existence de principes juridiques. C'est le cas notamment de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette Cour, elle a consacré l'existence de nombreux principes juridiques. Et ces principes, qui ont été découverts par la Cour de justice de l'Union européenne, ils relèvent du droit primaire. Ils s'imposent au droit dérivé. Donc les principes découverts. Alors, en tout cas pour les principes généraux du droit de l'Union européenne, découverts par la Cour de justice de l'Union européenne, ces principes généraux du droit de l'Union européenne, ils relèvent du droit primaire. Donc vous voyez que les juges, ils ne se contentent pas d'appliquer, de mettre en œuvre des règles écrites qui ont été conçues par les autorités réglementaires, par le Parlement, qui sont écrites dans des traités internationaux. Parfois, les juges, eh bien, ils vont découvrir eux-mêmes des règles juridiques qui ne sont énoncées dans aucun texte de portée normative, dans aucun texte officiel ayant une portée obligatoire. Voilà ce que je voulais vous dire sur les règles non écrites. Alors, la transition est maintenant toute faite vers le chapitre 3, puisque le chapitre 3, il est consacré à la mise en œuvre juridictionnelle des règles juridiques. 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 Les règles juridiques, si on a vu que, alors pour récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent, dans le premier chapitre, on avait essayé d'expliquer ce que c'était qu'une règle juridique, et puis dans le deuxième chapitre, on a vu que les règles juridiques, elles étaient très diverses. Qu'elles sont très diverses par leur objet, parce qu'elles concernent toutes sortes de questions sociales, et puis qu'elles sont très diverses par leurs sources. Il y a des règles écrites, des règles non écrites, il y a des règles internes, des règles internationales, il y a des règles législatives, il y a des règles réglementaires, il y a des règles constitutionnelles. Donc les règles, elles sont évidemment diverses. Maintenant,
ce que je voudrais souligner, c'est que les règles, évidemment, elles ne sont pas destinées à faire joli dans les codes, elles ont vocation à être utilisées, appliquées, mises en œuvre. Et elles sont mises en œuvre en particulier par les juridictions, par les juges. Ce sont les juges qui, à l'occasion des affaires qui leur sont soumises, eh bien, vont utiliser les règles de droit pour trancher les conflits. Alors, ça serait réducteur de croire que les règles, ça sert juste à trancher des conflits. En réalité, si les règles sont bien faites, elles permettent aussi d'empêcher la survenance de conflits. Il y a des règles qui assurent la protection de la propriété. On sait que si on les méconnaît, ces règles, on s'expose à des sanctions. Du coup, on va moins voler ses voisins. Et donc, il y aura moins de conflits liés à des vols. Donc, on sait que si on blesse, qu'on agresse d'autres personnes, on s'expose, enfin c'est interdit par les règles de droit, et qu'on s'expose à des sanctions. Donc, l'existence de ces règles, eh bien, va dissuader certaines personnes de se montrer agressives, d'infliger des coups, des blessures, des violences, etc., etc. Donc, le droit, il n'est pas juste là pour régler des conflits. Son existence permet aussi d'empêcher, dans une certaine mesure, la survenance de conflits. Mais parfois, des conflits surviennent. Des conflits surviennent, soit entre l'administration et les particuliers, soit entre deux particuliers, une personne physique et une autre personne physique, une société et une personne physique, une association et une société. Donc parfois vous avez des conflits qui surviennent, et quand de tels conflits surviennent, évidemment, les protagonistes du conflit peuvent chercher une issue amiable, peuvent chercher à s'entendre, peuvent chercher à trouver un accord. Mais dans certains cas, eh bien, cette recherche d'accord n'est pas couronnée de succès, et finalement, le litige persiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un litige avec autrui? Eh bien, on peut demander au juge de trancher ce litige. Donc, les juges, leur mission, eh bien, elle consiste précisément à trancher les litiges qui peuvent survenir, soit entre deux particuliers, soit entre l'administration et un particulier, etc., etc. Simplement, les juges, quand on les invite à trancher un litige, eh bien, ils doivent trancher le litige par application des règles de droit. Ça, c'est une règle tout à fait fondamentale. C'est une règle qui est énoncée à l'article 12 du Code de procédure civile. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Article 12 du Code de procédure civile. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Alors le juge va voir que ça peut être un tribunal judiciaire, un conseil de prud'homme, un tribunal de commerce, un tribunal administratif, une cour d'appel, une cour d'assises. Mais peu importe, toutes ces juridictions, elles doivent trancher les litiges qui leur sont soumis en appliquant les règles juridiques. Et ça, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut dire que les juges, ils ne peuvent pas statuer en équité. Ils ne peuvent pas retenir la solution qui, intuitivement, leur paraît la plus juste. Quand on leur demande de dire qui a raison entre deux personnes qui sont en litige, qui s'affrontent, le juge, il ne peut pas dire « Oh ben moi, je trouve que quand même c'est plus juste de donner raison à l'un plutôt qu'à l'autre. » Pour savoir qui des deux protagonistes a raison, que doit faire le juge? Il doit rechercher à qui les règles de droit donnent raison. Est-ce que les règles de droit donnent raison à l'un ou à l'autre? Alors, ce principe suivant lequel le juge ne statue pas suivant son sentiment d'équité, il ne statue pas en équité, il ne se demande pas juste quelle est la solution qui, à lui, juge, lui paraît la plus juste, il va se demander, finalement, chaque fois qu'il y a un litige, à qui les règles de droit donnent raison. Ce principe suivant lequel le juge statue conformément aux règles de droit et non pas en équité, il s'explique
par la volonté d'empêcher de prévenir quel risque. Quel serait le risque si les juges statuaient en équité? Comment? Alors, oui, éventuellement la corruption, mais sans même si on avait des juges honnêtes, quel serait le risque? Comment? La partialité, oui, en tout cas l'arbitraire, en tout cas le fait que, et puis la sécurité juridique, parce que, évidemment, si chaque juge pouvait se déterminer en fonction de ses convictions personnelles, de sa propre représentation de l'équité, bien, les solutions seraient arbitraires et puis elles seraient complètement imprévisibles, parce que, évidemment, d'une personne à l'autre, les représentations de l'équité, elles varient. Et donc, si chaque juge se déterminait simplement en fonction de ses convictions personnelles, eh bien, il y aurait une totale insécurité juridique, on ne saurait jamais quelle serait la solution retenue par les juges, et puis ça apparaîtrait toujours arbitraire, parce que ce qui paraît juste à l'un ne le paraît pas nécessairement à l'autre. Donc, il y a un principe fondamental, c'est que le juge, lorsqu'on lui soumet un litige, eh bien, pour le trancher, pour déterminer qui a raison, il ne doit pas se demander quelle est la solution la plus juste, il doit se demander à qui les règles de droit donnent raison. Il statue par application des règles juridiques. Et donc les juges vont mettre en œuvre les règles du droit, ils vont utiliser les règles de droit et ils vont les utiliser le plus fréquemment pour trancher des litiges, pour mettre fin à des différends qui opposent deux protagonistes ou même davantage, puisque il se peut très bien qu'à l'occasion d'une affaire, il y ait 5-6 parties. Alors, le plus souvent, quand on fait appel à un juge, c'est pour trancher un litige. Mais attention, on y reviendra plus tard, mais je voudrais déjà le dire dès à présent. Le juge, quand il intervient, c'est pas toujours pour trancher un litige. Parfois, le juge, on fait appel à lui alors qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de litige à régler. Parfois, on fait appel au juge, mais alors que finalement, il y a un accord entre les différents protagonistes. Est-ce que vous en connaissez des hypothèses? Des hypothèses dans lesquelles le juge va intervenir en l'absence de tout conflit, en l'absence de tout litige. Alors, c'était vrai pour les divorces à l'amiable, les divorces par consentement mutuel. Pour les divorces par consentement mutuel, avant la réforme de 2016, donc avant le 1er janvier 2017, quand deux époux divorçaient par consentement mutuel, ils s'étaient mis d'accord sur tout. Ils s'étaient mis d'accord pour divorcer, ils s'étaient mis d'accord sur toutes les conséquences du divorce. Et pourtant, les deux époux devaient quand même passer devant le juge. Et pourquoi? Eh bien parce que le juge devait contrôler que d'abord leur accord était suffisamment réel, libre et éclairé. Le juge devait s'assurer aussi que leur convention, leur accord préservait suffisamment les intérêts des époux et ceux des enfants. Donc on fait systématiquement intervenir un juge. Aujourd'hui, pour le consentement mutuel, généralement, il n'y a plus d'intervention d'un juge. Depuis le 1er janvier 2017, généralement, quand deux époux divorcent par consentement mutuel, ils ne passent plus devant un magistrat. Comment ils font? Signature de deux avocats pour un notaire. Ouais, ils vont conclure un accord avec l'aide de deux avocats. Ensuite, ils déposent l'accord chez un notaire et c'est terminé. Le divorce par consentement mutuel est obtenu de cette manière-là. Ce n'est plus qu'à titre tout à fait exceptionnel, mais c'est vraiment une hypothèse marginale, qu'un juge peut intervenir à l'occasion d'un divorce par consentement mutuel. L'hypothèse dans laquelle le juge peut intervenir, c'est quand un enfant mineur du couple demande à être entendu par un juge. Et bien dans ce cas-là, il faut que le divorce par consentement mutuel soit prononcé par un juge. Simplement, en pratique, ça n'arrive quasiment jamais. Donc les divorces par consentement mutuel, généralement, il n'y a plus besoin de juge. Mais il demeure des hypothèses dans lesquelles on va faire appel à un juge en l'absence de tout conflit. Parfois, on va faire appel à un juge parce qu'on va lui demander d'homologuer un accord. Parfois, par exemple, les parents, ils concluent un contrat pour fixer leurs droits et leurs obligations respectifs, le droit de visite et d'hébergement de l'un, le lieu de résidence de l'enfant, la pension qui sera versée, etc. Et cet accord, ils peuvent demander au juge de l'homologuer. Donc ils sont d'accord, mais pour donner plus de portée à leur accord et puis le rendre exécutoire, ils vont demander à un juge de l'homologuer. Parfois,
il peut y avoir aussi un accord à l'occasion d'un divorce contentieux sur les effets du divorce. Les époux ne veulent pas divorcer par consentement mutuel, mais ils se mettent d'accord, par exemple, sur la prestation compensatoire, la somme qui sera versée par l'un à l'autre. Eh bien, ils vont soumettre au juge, saisi de leur divorce, un accord qui porte sur cette question. Et le juge sera chargé de l'homologuer. Autre exemple où le juge peut intervenir malgré l'absence de litige, dans les hypothèses d'adoption. Quand il y a une adoption, il faut toujours faire intervenir un juge. Pourtant, à l'occasion d'une procédure d'adoption, le plus souvent, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de litige. Et pourtant, eh bien, il faut toujours qu'un juge intervienne, même s'il n'y a pas de litige, eh bien, il est nécessaire qu'un juge intervienne. Alors, quand le juge intervient en l'absence de litige, on dit qu'il intervient en matière gracieuse, par opposition à l'hypothèse du litige. Quand le juge intervient pour trancher un litige, il intervient en matière contentieuse. Quand il intervient en l'absence de litige, il intervient en matière gracieuse. Mais, on l'a vu, quand il intervient en matière contentieuse, pour trancher un litige, il faut qu'il tranche le litige par application des règles de droit. Bien de la même manière, quand il intervient en matière gracieuse, eh bien, le plus souvent, il va devoir mettre en œuvre des règles de droit. Quand on demande au juge si une adoption doit être prononcée, eh bien, le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les règles qui encadrent l'adoption et il va s'assurer que les conditions prévues par la loi pour l'adoption sont bel et bien réunies. Donc vous voyez que même lorsqu'il intervient en matière gracieuse, eh bien le juge va mettre en œuvre des règles de droit. Donc le juge, eh bien, c'est sa mission première que d'appliquer des règles de droit, soit pour trancher des litiges, soit, plus exceptionnellement, pour régler une question en l'absence même de tout litige. Alors, on l'a vu, les juges, ils ont vocation à mettre en œuvre des règles de droit, et par conséquent, eh bien, le phénomène juridique, ça ne se réduit pas à un ensemble de règles abstraites. Les règles juridiques, je vous l'ai dit, elles ne sont pas purement décoratives, elles ont vocation à être utilisées, et elles sont utilisées à l'occasion d'affaires particulières. Alors, pour aller plus loin, il convient de commencer par souligner que les juridictions, les juges, sont extrêmement divers, extrêmement variés. Ça, c'est la première chose que je souhaiterais souligner. Et puis, une fois que l'on aura insisté sur la diversité des juridictions, on s'interrogera sur le rôle que jouent les juges. Et on verra que les juges, eh bien, ils vont résoudre des litiges par application du droit, mais on verra que les juges, eh bien, à l'occasion des litiges, ils vont aussi contribuer à l'élaboration du droit. Donc, on va commencer par souligner la diversité des juridictions, et puis ensuite, on s'intéressera au rôle que jouent les juridictions. D'abord, section 1, la diversité des juridictions. La diversité des juridictions. Section 1, la diversité des juridictions. On a déjà évoqué certaines juridictions internationales. On n'en dira pas plus pour l'instant au sujet de ces dernières, on n'en dira pas plus pour la Cour de la Cour européenne des droits de l'homme, on n'en dira pas davantage de la Cour de justice de l'Union européenne, ni d'aucune autre juridiction internationale. Ici, mon propos ne portera que sur des juridictions nationales. Parmi les juridictions nationales, il y en a une dont je ne vais pas parler tout de suite, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il a une mission bien particulière, on a déjà évoqué, sur laquelle on reviendra ensuite. Le Conseil constitutionnel, sa mission consiste exclusivement à s'assurer de la conformité des lois votées par le Parlement aux textes à valeur constitutionnelle. Et donc, on ne parlera pas davantage pour l'instant du Conseil constitutionnel, on évoquera son rôle ultérieurement. Si on fait abstraction du Conseil constitutionnel, on peut dire que les juridictions nationales, les juridictions françaises,
eh bien, elles sont réparties en deux grands ensembles. Elles relèvent de deux grands ensembles. Il y a en effet une distinction tout à fait fondamentale à faire entre d'un côté ce que l'on appelle les juridictions administratives et d'autre part ce que l'on appelle les juridictions judiciaires. Alors, on va commencer par présenter cette distinction entre juridictions administratives et juridictions judiciaires, et puis, une fois qu'on l'aura présentée, eh bien, je vous parlerai de manière plus détaillée des juridictions judiciaires. D'abord, paragraphe 1, la distinction entre juridictions administratives et juridictions judiciaires. La distinction entre juridictions administratives et juridictions judiciaires. La distinction entre juridictions administratives et juridictions judiciaires. Alors, il y a un principe fondamental qui imprègne le droit constitutionnel français, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs doivent être bien séparés. Et parce que les pouvoirs doivent être séparés, eh bien le pouvoir judiciaire ne doit pas entraver l'action de l'administration et encore moins s'emparer du pouvoir de l'administration. En France, on a eu une conception très particulière de ce principe de séparation des pouvoirs et on en a déduit que les juridictions judiciaires ne devaient même pas connaître des litiges auxquels l'administration était partie. Très tôt, dès la Révolution française, eh bien, on a affirmé l'impossibilité pour les juridictions judiciaires de connaître de l'action de l'administration. Et donc, finalement, les juridictions judiciaires ont été déclarées incompétentes pour tous les litiges auxquels l'administration était partie. Alors je simplifie, c'est plus compliqué que ça parce qu'en réalité, il y a certains litiges auxquels l'administration est partie et qui relèvent pourtant des juridictions judiciaires. Mais le principe, c'est quand il y a un litige qui concerne plusieurs administrations entre elles, qu'il y a un conflit qui oppose l'administration à un particulier, eh bien, ce litige ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires. Et pour ces litiges qui concernent l'administration, on a mis en place des juridictions spéciales, qu'on appelle les juridictions administratives. Donc, de manière très schématique, parce qu'encore une fois, la distinction est plus complexe, quand le litige intéresse des personnes privées, des personnes physiques, des sociétés, des associations, eh bien, ce litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. Et puis, quand il y a un litige qui concerne l'administration, soit parce qu'il oppose plusieurs administrations entre elles, soit parce qu'il oppose l'administration à un particulier, ce conflit relève des juridictions administratives. Alors ça, c'est schématique parce qu'en réalité, il y a certaines affaires qu'il est difficile d'attribuer soit aux juridictions judiciaires et aux juridictions administratives. Et c'est tellement difficile que parfois il peut y avoir des conflits. Soit vous avez des affaires dont tout le monde veut, les juges judiciaires et les juges administratifs s'estiment les uns et les autres compétents pour ces litiges-là. Là, on est face à un conflit positif. Et puis il y a d'autres affaires dont personne ne veut. Les juges judiciaires disent on n'est pas compétent, les juges administratifs disent on n'est pas compétent non plus. Et donc il n'y a plus personne pour juger ces litiges. Alors quand il y a des conflits, quand on ne sait pas si c'est la juridiction judiciaire ou la juridiction administrative qui est compétente, on fait appel à une juridiction qui va jouer le rôle d'arbitre, et je l'ai cité tout à l'heure, cette juridiction, elle s'appelle Tribunal des conflits. Le tribunal des conflits, eh bien c'est cette juridiction qui intervient quand on ne sait pas si ce sont les juridictions judiciaires ou les juridictions administratives qui sont compétentes pour tel ou tel conflit, pour tel ou tel litige. Donc, grande distinction
entre d'un côté les juridictions judiciaires, on n'a pas voulu que ces juridictions connaissent de l'action de l'administration. Par conséquent, pour les litiges auxquels l'administration est partie, on a conçu des juridictions spécifiques, les juridictions administratives. Alors, au sein de chacun de ces deux ensembles, les juridictions judiciaires d'un côté, les juridictions administratives de l'autre, eh bien, il y a de multiples juridictions. Moi, je ne vais pas beaucoup vous parler des juridictions administratives, parce que ça, c'est le travail de M. Giraud. Comme je considère que j'ai déjà suffisamment de choses à voir avec vous, eh bien, je lui laisse la présentation des juridictions administratives, et d'ailleurs, il serait à juste titre contrarié si je prétendais le faire à sa place, alors que je les connais beaucoup moins bien que lui. Juste un mot, malgré tout, sur les juridictions administratives. Quelles sont les principales juridictions administratives? Est-ce que vous les connaissez? Comment? Il y a le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative. Alors le Conseil d'État, il va jouer des rôles très variables, suivant les affaires. Quelquefois, il intervient en première instance. Quand il y a un problème, il faut directement saisir le Conseil d'État. Parfois, il intervient comme juridiction d'appel. Donc, il y a une première juridiction qui se prononce, et puis, si la décision ne satisfait pas l'une des parties au litige, eh bien, il y a la possibilité de faire appel au Conseil d'État qui intervient comme juge d'appel. Et puis, parfois, le Conseil d'État, il intervient comme juge de cassation. Il y a eu d'abord une première décision rendue, ensuite, il y a eu un appel devant une autre juridiction, puis la décision ne satisfait toujours pas l'une des parties, donc, on va faire appel au Conseil d'État qui joue un rôle de cassation. Alors, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous pourriez en citer d'autres? Il y a notamment les tribunaux administratifs qui interviennent en première instance pour beaucoup d'affaires. Les tribunaux administratifs qui vont régler en première instance beaucoup d'affaires. Et puis les cours administratives d'appel, qui sont souvent compétentes, eh bien, quand un appel est interjeté contre une décision de première instance. Les cours administratives d'appel. Puis il y a aussi beaucoup de juridictions administratives spécialisées, mais dont je n'ai pas le temps de vous parler. Ce que je voudrais présenter de façon plus détaillée, en revanche, ce sont les juridictions judiciaires, parce que ça, c'est ma part du boulot. Donc, je ne me défile pas et je consacre mon paragraphe 2 aux juridictions judiciaires. Donc, paragraphe 2, remarques concernant spécifiquement les juridictions judiciaires. Remarques concernant spécifiquement les juridictions judiciaires. Remarques concernant spécifiquement les juridictions judiciaires. Alors on est en plein en phase avec l'actualité, puisque de quoi parle-t-on depuis cette semaine? Le ministre de la Justice, il a lancé quoi? Comment? Des états généraux de la justice. Donc on est en phase avec cette question, puisque on va présenter rapidement les différentes juridictions judiciaires. Alors, pour commencer mon propos sur les juridictions judiciaires, je voudrais vous faire une petite distinction entre deux termes qui sont souvent employés, considérés comme absolument équivalents. Ce sont d'un côté les juges, de l'autre les magistrats. Le plus souvent, on considère que ce sont des mots synonymes, les juges, les magistrats. En réalité, eh bien, ces deux termes ne se recoupent pas complètement. Parce que, première remarque, il faut souligner que les juges ne sont pas tous des magistrats. Et puis ensuite, on verra que les magistrats ne sont pas tous des juges. Les juges ne sont pas tous des magistrats. Et ensuite, on verra que les magistrats ne sont pas tous des juges. Alors, première remarque, les juges ne sont pas tous des magistrats. Les magistrats, ce sont des
personnes qui ont choisi une carrière, la carrière de la magistrature, la carrière de magistrat. Ils sont recrutés généralement par concours, où ils font l'objet d'une intégration directe dans le corps de la magistrature, mais la magistrature, pour eux, c'est une véritable carrière, c'est leur métier. Or, il y a des juridictions qui sont composées de magistrats de carrière, de personnes qui ont choisi le métier de magistrat, qui ont reçu une formation de magistrat, et qui sont des fonctionnaires de la magistrature. Et puis, il y a des décisions qui sont rendues par des personnes qui ne sont pas des magistrats de carrière, dont la magistrature n'est pas le métier. Il y a beaucoup de juridictions qui sont composées de juges qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas des magistrats de carrière. Alors, est-ce que vous connaissez des juridictions qui ne sont pas composées par des magistrats de carrière? Oui, les conseils de prud'homme. Les conseils de prud'homme, ce sont des juridictions, on y reviendra, qui tranchent les litiges entre les employeurs et les salariés. Et les juges, ce sont qui? Il y a des représentants des employeurs et il y a des représentants des salariés. Donc, ce ne sont pas des magistrats de carrière, ce sont des représentants des employeurs et des représentants des salariés. Autre exemple, les tribunaux de commerce. Pour les tribunaux de commerce, là encore, ils ne sont pas composés par des magistrats de carrière. Ils sont composés par des commerçants élus par leurs pairs, donc élus par des commerçants, ou par des chefs d'entreprise élus par les commerçants et les chefs d'entreprise. Donc, pour les tribunaux de commerce, on parle de juges consulaires, ce ne sont pas des magistrats de carrière. Donc vous voyez qu'il y a certains juges qui ne sont pas des magistrats de carrière. Et à l'inverse, il y a des magistrats de carrière qui ne sont pas des juges. Là, il faut faire une distinction tout à fait fondamentale entre deux catégories de magistrats. Parmi les magistrats, on distingue d'un côté les magistrats du siège, on parle aussi de magistrature assise, et puis de l'autre, les magistrats du parquet, on dit aussi le ministère public, ou la magistrature debout. D'un côté, les magistrats du siège, de l'autre, les magistrats du parquet, le ministère public, ou encore la magistrature debout. Alors, les magistrats du siège, ce sont bien des juges. Leur mission consiste à trancher des litiges. Plus exceptionnellement à intervenir en matière gracieuse, mais le plus souvent, leur mission aux magistrats du siège, c'est bien de trancher des litiges. Alors, ils vont, ces magistrats du siège, on va les trouver dans les tribunaux judiciaires, on va les trouver à la cour d'appel, on va les trouver à la cour de cassation, on va les trouver dans les tribunaux correctionnels, etc., etc. Mais leur mission aux magistrats du siège, c'est de trancher des litiges. Alors, le parquet maintenant, la magistrature debout. Les magistrats du parquet. D'abord, est-ce que vous savez comment ils s'appellent, les magistrats du parquet? Ouais, il y a les procureurs, il y a aussi les avocats généraux. Les avocats généraux, il faut se méfier, parce que quand on dit avocat, on pense aux personnes qui défendent des partis, et les avocats généraux, en réalité, ce sont des magistrats, donc ce ne sont pas des avocats. Les avocats généraux, ce sont des magistrats du parquet, devant la cour d'appel, puis il y a les substituts procureurs, etc., etc. Alors les greffiers, non, eux, leur mission, c'est d'aider les magistrats du siège. Alors, la magistrature debout, les magistrats du parquet, leur mission, ça n'est pas de trancher des litiges. Ce sont des magistrats, mais ce ne sont pas des juges parce que leur mission ne consiste pas à trancher des litiges. La mission des magistrats du parquet consiste à représenter les intérêts de la société et plus précisément à requérir, c'est-à-dire à demander l'application de la loi et à mener l'action pénale dans l'intérêt de la société.
Donc, le rôle des magistrats du parquet, c'est de représenter la société. Ce sont des représentants de la société, et ils vont demander l'application de la loi et mener l'action pénale dans l'intérêt de la société. Alors, évidemment, les magistrats du parquet, les procureurs, les avocats généraux, ils jouent un rôle tout à fait fondamental à l'occasion du procès pénal, à l'occasion des affaires de meurtre, à l'occasion des affaires de torture, de viol, de vol, d'escroquerie. Les magistrats du parquet, ils jouent un rôle tout à fait fondamental. On a souvent le sentiment que leur rôle, c'est le rôle d'accusateur. C'est pas tout à fait ça. Le rôle des magistrats du parquet, c'est pas d'accuser, c'est de demander l'application de la loi et demander que des peines soient infligées aux délinquants dans l'intérêt de la société. Donc c'est de représenter la société et de demander que soit reconnue la culpabilité des délinquants et que soient infligées aux délinquants des peines dans l'intérêt de la société. Mais comment? C'est voilà, c'est le rôle des procureurs qui sont des magistrats du parquet. C'est le rôle aussi des avocats généraux, on l'appelle. Oui. Ah, le garde des Sceaux, c'est qui le garde des Sceaux? C'est le ministre de la Justice. Donc, lui, il relève du gouvernement. Donc, il a une fonction politique. Ça n'est pas un magistrat. Alors, simplement, on va en parler du garde des Sceaux dans quelques instants. Donc, les rôles respectifs des magistrats du siège et de ceux du parquet ne sont pas les mêmes. Les uns tranchent des litiges, les autres représentent la société, demandent l'application de la loi, mènent l'action pénale dans l'intérêt de la société. Alors, les magistrats du parquet, ils jouent un rôle tout à fait considérable à l'occasion des affaires pénales, mais ils peuvent aussi, et parfois même ils doivent intervenir, à l'occasion d'affaires civiles, et là encore, leur mission consiste à représenter, à défendre les intérêts de la société. Alors, ces magistrats du siège et du parquet, ce ne sont pas, en fait, des corps indépendants. Ils forment un corps unifié. Ils reçoivent la même formation, ils sont recrutés de la même manière, et au cours de leur carrière, les magistrats peuvent très bien changer de rôle. Les magistrats du siège peuvent passer au parquet, et réciproquement, les magistrats du parquet peuvent passer au siège. Donc on n'est pas enfermé pour toujours dans l'un ou l'autre des deux rôles. Mais, ceci étant précisé, donc il y a l'unité dans le corps des magistrats, même s'ils n'ont pas le même rôle, eh bien, il y a une certaine unité dans leur corps parce qu'ils sont formés de la même manière, recrutés de la même manière et qu'ils peuvent passer d'une fonction à l'autre. Pardon ? Ils sont complémentaires, tout à fait. Pardon, je rirai tout seul. Simplement, ils n'ont pas un statut tout à fait identique, les magistrats du siège et ceux du parquet. Les magistrats du siège disposent d'une plus grande indépendance que ceux du parquet. Donc, ils ont des statuts différents parce que les magistrats du siège jouissent d'une plus grande indépendance.